Bienvenue dans J'ai un problème, le podcast indispensable quand on a tout essayé et qu'on veut avancer. Je suis Rebecca Reiki, coach professionnel, et ici, avec Emmanuelle que je vais accueillir, nous revenons sur les séances de thérapie qu'elle a menées et le décryptage qu'elle peut en faire au cours de cette conversation. Bonjour Emmanuelle. Bonjour Rebecca. Alors, on se retrouve Emmanuelle pour que tu nous parles de Bruno. L'histoire de Bruno, je l'ai choisie dans Votre enfant face aux autres. Et j'ai choisi cette histoire parce que je la trouve différente, intéressante, puisque elle parle à la fois d'un papa dans ton cabinet, et je trouve qu'il n'y en a pas tant que ça, à la fois d'une famille éclatée, ça il y en a souvent, un papa de 2 filles mais qui est quitté, et ça il y en a pas souvent. Ça démarre en fait, il est très touchant, tu le décris en disant qu'il est voûté, qu'il a l'air fatigué, c'est comme si on avait déjà envie de le consoler. Est-ce que tu te rappelles de lui ? Oui, je me rappelle complètement de lui. En effet, on voyait à quel point vraiment il avait été comme terrassé par un tsunami, quoi, et qu'il avait toujours du mal à se relever. Il n'était pas relevé, quoi, cet homme, oui. Alors, il arrive et puis il démarre un peu bien en tête, il te dit « mon ex-compagne n'est pas correcte ». Toi, en tant que thérapeute, comment tu la reçois, comment tu la prends cette info ? Mais je l'apprends d'abord en me disant, de toute façon, on va pas du tout débattre de ça pour l'instant. On va pas se positionner sur un plan technique. On va vraiment accueillir les émotions débordantes de cet homme qui sont en effet une colère viscérale contre son ex-femme, une angoisse forte vis-à-vis de ses filles et tout ça. Et donc, c'est hyper important qu'il puisse me dire tout ça et que je sois juste dans un premier temps dans l'accueil. Après, il continue et il crante, il escalade un peu, il te dit « mon ex est sous emprise ». Et là encore, on voit que tu prends pas vraiment. Tu retournes encore à lui et tu lui dis « mais vous êtes terriblement inquiet ». Bon, il te dit « il y a de quoi ». Il veut raconter, mais toi, en fait, tu lui demandes comment il devient inquiet. Comme si tu voulais pas rentrer dans son histoire. Il y a quelque chose comme ça où tu focalises beaucoup sur lui. Tu peux nous expliquer ? Oui, c'est-à-dire qu'en fait, j'ai mal répondu à la première question et je pense que, en effet, ça mérite plus d'approfondissement. C'est qu'en fait, euh, il a une vision absolument linéaire du problème. C'est-à-dire que euh, sa femme est tombée amoureuse, elle est sous emprise, elle a perdu le sens commun et donc c'est la raison pour laquelle tout va mal. Telle est sa vision. Donc, A, ma femme et ses comportements, cause B, la souffrance de mes filles. Telle est sa vision. C'est une vision qu'il faut que j'accueille. Il ne faut pas que je la remette en cause d'un point de vue technique tout de suite en disant oui, enfin monsieur, c'est plus compliqué que ça, etc. Parce que il a besoin d'une certaine manière de dire tout ça. Et en même temps, il ne faut pas que je le valide trop parce que je vais devoir lui faire appréhender la situation d'une façon beaucoup plus interactionnelle que linéaire. Si je veux l'aider à faire quelque chose. Donc, à la fois, il faut que je le rejoigne, il faut que je rejoigne cette vision qu'il a du problème pour l'instant. Et dans le même temps, il faut que je l'amène doucement vers quelque chose qui est de l'ordre de et vous, alors, comme vous êtes très inquiet, qu'est-ce que vous faites pour être moins inquiet, etc. Pour l'amener dans ce qu'il fait et dans ce qu'il fait qui visiblement ne fonctionne pas, sinon il ne serait pas là aussi ravagé en face de moi. C'est comme si tu étais en train de travailler le réglage de la distance. Oui, exactement. Ensuite, moi, je trouvais que du coup, en tant que lectrice ou l'auditeur, celui qui a écouté l'histoire au préalable, tu comprends très vite qu'il y a une espèce de gros secret, donc tu viens de l'évoquer, et on imagine que lui, il est évidemment pas pour rien dans le changement de ses filles au démarrage de l'histoire. Il y a comme dans son échange avec toi quelque chose de l'ordre de la dissimulation. Il te dit pas tout de suite que sa femme l'a quitté, enfin en tout cas quand on lit l'histoire, ni même qu'elle l'a quitté pour une femme. Du coup, moi, je me suis demandé d'ailleurs s'il n'y avait pas un secret quelque part. Est-ce que tu peux nous parler à la fois de cette dissimulation sur le champ de cette histoire, et puis après du sens ou de la symbolique du secret dans Palo Alto ? Alors, je pense que le fait que sa femme, son ex-femme, l'ait quitté pour une autre femme est quelque chose qui le fragilise beaucoup, le rend honteux pour des raisons qui appartiennent à ses visions du monde, hein, de ce qu'est un couple, je pense. Donc, c'est la raison pour laquelle il m'en parle pas tout de suite et qu'il dit cette personne, en fait. Quand il la nomme, il dit cette personne. Et c'est vrai que bon, au départ, je fais pas très attention à ça. J'ai pas la moindre idée voilà, de ça et non plus de ce que ça a généré chez lui. En ce qui concerne la dissimulation, c'est plus une dissimulation a posteriori de la part de ses filles, de ses propres filles, sur le fait que,
en effet, cette dame, comme il l'appellera plus tard, cette dame passe du temps à la maison et elle dissimule ça parce qu'elle voit bien que ça le fait terriblement souffrir. Donc, elle dissimule par souhait de en effet, le préserver de cette souffrance-là. Et en faisant ça, elles se font souffrir elles-mêmes. Ben, c'est-à-dire que surtout en faisant ça, elles le font souffrir d'une autre façon. Alors bien entendu qu'elles veulent l'inverse, hein, c'est-à-dire que lui, il se dit si elles me dissimulent des choses, si elles me mentent, c'est qu'en effet, elles sont victimes d'aliénation parentale. Ça veut dire qu'elles sont en danger. Ça veut dire que du coup, je peux plus avoir confiance en elles non plus dans ce qu'elles me disent. Et donc ça augmente son angoisse, ça augmente sa colère. Et donc en fait, ça provoque en effet quelque chose, des sortes de crises chez lui, de colère et autres, qui leur font pas du bien. Hmm. Et puis il te dit, je leur dis qu'elles doivent tout me dire. Alors j'avoue qu'en tant que lectrice, j'étais en colère. C'est marrant, au début je l'aimais bien, mais là, il y a une espèce de truc un peu d'ayatollah de tout doit être partagé. Je voudrais pas faire la morale, mais tu fais quoi quand et tu penses quoi ou tu dis quoi en tant que thérapeute ou praticienne de Palo Alto quand on exige de l'autre, y compris de ses enfants, que rien ne soit caché ou que tout soit dit. C'est une injonction un peu terrible, non? Ben, c'est-à-dire qu'en l'occurrence, mon évaluation, elle va pas être ni morale, ni elle va surtout être, parce que c'est vraiment ce sur quoi je me focalise, sur qu'est-ce que ça donne comme résultat en fait par rapport à son objectif. Or, son objectif, c'est que voilà, d'avoir une perte de contrôle la moins horrible possible de ce qui se passe quand il les a pas, la semaine où il les a pas. Et moi, ce que je vais surtout pointer, parce que c'est ça que je veux rendre répulsif, c'est que le fait même qu'il leur demande d'être totalement transparente, de lui être, pardon, totalement loyale, ça génère exactement l'inverse de ce qu'il veut. Je vais plutôt me placer sur ce plan-là, parce que si je commence à lui dire, vous voyez bien qu'on peut pas demander ça à des enfants, ce qui est assez juste, hein, bien entendu, mais je fais pas mon job en fait. D'accord. Après, tu lui demandes de dater le changement. Est-ce que au moment où tu lui demandes de contextualiser comme ça, ce qui t'intéresse, c'est ce qui fait lui? Oui, absolument. C'est ce qui m'intéresse. C'est ce qu'on disait au tout début. C'est que moi, ce que je veux voir, c'est dans quelle mesure cet homme est en train de creuser sa propre tombe, si je puis m'exprimer de façon aussi dramatique. Mais je pense vraiment que c'est là où je vais l'aider, c'est en l'accompagnant à faire un virage à 180 degrés, plutôt qu'à ressasser à quel point, au fond, son ex-femme est horrible et à quel point, en effet, ses filles doivent être transparentes avec lui. Et ce faisant donc, en lui soulignant en effet le côté absolument improductif, voire aggravant de ce qu'il est en train de faire, moi je vais focaliser sur l'impact qu'il a sur la situation. Mais Hmm. qui est un peu à l'inverse de ce qu'il imagine. Lui vraiment, il pense qu'il a un impact sur la situation si il arrive à un peu mater cette ex-femme qui a pris quand même la liberté de sortir de ce couple, et puis un peu mater ses filles aussi, tu as raison. Et donc, c'est là-dessus que je vais me concentrer pour être le plus efficace possible, le plus rapidement possible. Hmm. Et il y a une chose, je crois que tu y viens après dans l'histoire, on y reviendra, mais il te parle assez vite du fait qu'elle respecte rien. En quoi est-ce qu'il se cale entre, parce que tu vois beaucoup de familles, beaucoup d'enfants, tu le dis dans le livre, enfin, et dans cette histoire en particulier d'enfants dans des contextes qui sont ceux-là, en quoi est-ce qu'il se cale entre les parents, les accords explicites est vraiment important ou impactant pour les enfants? Ça génère quoi comme interaction autour ou comme dysfonctionnement quand on s'est mis d'accord sur un truc et que ça se fait pas? Alors, en l'occurrence, il prétend qu'on s'est mis d'accord sur un truc et que ça se fait pas. En réalité, ils sont pas mis d'accord du tout, hein. C'est-à-dire qu'il a exigé qu'elle ne présente pas la nouvelle personne avec laquelle elle partageait sa vie aux filles. Et elle a dit plutôt non. Et lui a considéré qu'elle aurait dû lui obéir. Donc il reste quand même un peu dans cette façon un peu de vouloir contrôler un peu son ex-épouse. Alors le fait de se mettre d'accord sur quelque chose, voilà, et qu'ensuite il y en a un des deux qui est en désaccord, bah, ce que ça génère, c'est une espèce de colère folle de l'autre côté qui dit on s'était pourtant mis d'accord. Donc une espèce d'accusation en déloyauté, ce à quoi sans doute l'autre va répondre qu'il n'a pas pu faire autrement. Mais enfin, ça donne jamais rien de bon, d'une certaine manière. Mais d'un autre côté, je trouve un peu compliqué, sitôt après une rupture, en fait, dans une relation qui vient de se déliter, d'essayer d'établir des contrats. Je trouve ça un petit peu compliqué, quoi. Je pense que chacun fait un peu comme il peut dans cette espèce de post-tsunami, d'une certaine manière.
Ouais, même si, et alors là, franchement, je fais un peu café du comptoir, mais même si on pourrait dire, oh, c'est marrant d'ailleurs le balancement, parce que grossièrement, on pourrait dire, bah oui, mais enfin, elle a rencontré l'amour, elle fait son stage chamanique, elle a rencontré l'amour, on dirait qu'elle s'est rencontrée elle-même, elle vit sa vie, elle est à 200. Il est présenté un peu comme une victime, et puis après, dans son désir de contrôle, dans cette espèce de côté un peu totalitariste, il est un peu moins sympathique. Et j'imagine que poser des règles à ce moment-là, lui, en fait, c'est sa panique intérieure, c'est sa peur, c'est d'essayer de rencontrer des repères qui lui sont un peu familiers, non? Oui, bien sûr, mais je trouve que c'est extrêmement important à un moment donné, si tel avait été le cas, mais en l'occurrence, c'est pas un contrat, mais de dire qu'il est très difficile d'établir des contrats dans des zones aussi mouvantes et que le risque, en effet, d'une certaine manière, de continuer à mettre en œuvre des choses qu'on a mises en œuvre éventuellement dans un climat serein, continuer à les mettre en œuvre dans un climat épouvantable, tant sur le plan interne que sur le plan interactionnel, c'est souvent voué à l'échec. Il faut quand même quelque chose de stable pour poser un contrat. Ouais, c'est comme si tu disais là que finalement, quand quelque chose qui a marché à un moment ne fonctionne plus, on a intérêt à aller re-rezoomer sur le contexte peut-être et de se réarrêter là-dessus ou repartager en disant bah, d'accord, avant vous faisiez ça, vous contrôliez, vous encadriez et ça fonctionnait, mais aujourd'hui en fait tout est différent et donc ça marche plus. Oui, c'est ce qu'on appelle dans l'école de Palo Alto la discrimination de contexte, qui est quelque chose de très très important parce que comme nous faisons tous des apprentissages, voilà, sur comment être au monde d'une façon générale, parfois on a appris des choses qui étaient parfaitement adaptées dans un contexte précis. Par exemple, imaginons un enfant qui, petit, a fait l'expérience à plusieurs reprises que exprimer ses émotions dans une famille donnée était vraiment une mauvaise idée parce qu'il se faisait réprimander. C'est ce type d'enfant qui, une fois adulte, va venir, par exemple, en consultation, dire voilà que ses relations de couple se finissent toujours très mal parce que à chaque fois le compagnon ou la compagne dit que voilà il y a aucune émotion, que c'est beaucoup trop rigide et que voilà et qu'on peut pas rester en gros marié à quelqu'un d'aussi froid. Là, on va travailler sur la discrimination de contexte, c'est-à-dire qu'on va en effet rejoindre le fait que à un moment donné, c'était parfaitement adapté de faire ça et peut-être même c'était une question de survie mais que dans le contexte donné, ça devient très problématique, quoi, parce qu'on n'a plus besoin d'essayer de survivre. Et en même temps, le fait de continuer à faire ça, du coup, dans un autre contexte, ça génère l'inverse de ce qu'on veut. C'est la première fois que j'entends cette expression discrimination de contexte. Je comprends bien la notion et je trouve que c'est vraiment très intéressant. Tu peux nous expliquer, comme si on était des enfants ou des étudiants, en quoi ce membre de la famille-là, le père qui souffre, il a l'air d'être vraiment celui qui souffre le plus, en quoi ça se diffuse partout et comment on peut l'aider à prendre conscience que bah, ça produit l'inverse de ce que ça doit produire, que c'est pas une bonne chose pour ses enfants. Si j'étais l'ami de quelqu'un qui fasse la même chose et que je veuille l'aider à se conduire différemment avec sa famille, je pourrais faire quoi? Alors, je pense qu'il y a vraiment deux choses chez lui. Ce que je fais dans un premier temps, parce que c'est vraiment très important, me semble-t-il, et surtout urgent, c'est que cette colère puisse être exprimée en dehors de ses filles. Parce que comme en fait leur attitude à ces deux petites filles quand elles rentrent de chez leur mère, de la semaine de chez leur mère, est hyper scrutée par lui et que du coup, parce il est hyper en colère hein, et qu'il a hyper peur de ce que pourrait faire son ex-femme, génère chez elle, comme on le disait, une dissimulation qui fait que du coup, ça le met encore plus en colère parce qu'il dit voilà dans quel état cette décision et l'attitude de leur mère, mais mes deux petites filles. Et là, la colère sort en fait. La colère sort, mais elle sort pas au bon endroit en fait. Elle sort sur ces deux petites filles qui n'ont absolument rien à voir dans cette histoire. Donc la première chose vraiment, c'est que cette colère soit accueillie euh, par, euh, par nous, hein, si c'était ton ami, par toi, et puis également par lui-même. Il faut vraiment qu'il y ait un endroit où il puisse mettre cette colère sans qu'elle puisse blesser ses filles. Et puis la deuxième Hmm. chose, c'est que je pense que c'est hyper important de redire quelque chose qui, pour nous, est parfaitement évident parce que on le voit tous les jours, mais je pense que ça ne l'est pas du tout d'une façon plus globale. C'est que il y a deux grandes familles de raisons qui font souffrir les enfants au moment de la rupture ou pendant la rupture ou après la rupture de leurs deux parents. La première famille, ce sont des choses plus
logistique, le fait de devoir en effet changer de lieu, etc. Le fait aussi de voir l'un des deux souffrir ou les deux souffrir, hein, qui est quelque chose de très douloureux. Mais ce sont des choses d'une certaine manière qui s'apaisent avec le temps. Et puis il y a une autre catégorie, une autre famille de choses qui vraiment les font terriblement souffrir. C'est lorsque l'un ou l'autre des parents dit du mal de l'un ou l'autre parent. Euh, c'est une douleur. Je pense vraiment que c'est la première douleur dont il parle en consultation. C'est-à-dire que être vraiment pris dans cette espèce de conflit de loyauté où, quoi qu'on fasse, on fait du mal à l'un ou à l'autre, c'est quelque chose de très violent et qui, de mon point de vue d'ailleurs, a créé l'énurésie de la toute petite, hein. Et donc, vraiment, même à un ami dire, même si toi, tu es le seul à pas dire du mal de leur mère, même si elle, elle continue, parce que c'est souvent ce qui est reproché, hein, puisque c'est une sorte de ping-pong, évidemment, être le parent qui, à un moment donné, est capable de ne pas dire du mal de l'autre, de dire d'autres choses, comme par exemple, tu sais, on est super en colère l'un contre l'autre. Donc, il y a des mots qui partent, des phrases qui partent, qui sont pas exactement ce qu'on pense, qui sont plutôt dictées par la colère. Et donc, c'est pour ça que des fois, tu entends des choses qui sont pas terribles. Et on est vraiment désolé parce que ça va pas. C'est juste parce qu'on est en colère. Je trouve ça beaucoup mieux, bien sûr, que de dire ta mère, regarde ce qu'elle fait, ou ton père, c'est enfoiré, etc. Et encore une fois, peu importe le contenu, peu importe que ça soit vrai ou pas, et sans doute c'est vrai en tout cas dans la perception qu'on en a, je crois vraiment que c'est quelque chose d'absolument dramatique pour les enfants. Mais tu crois pas que quand ça s'exprime, et donc c'est comment on fait pour la question que je vais te poser, il y a une recherche du parent qui s'exprime, je pense à lui, d'être reconnu dans ce qu'on lui a fait en fait. Parce que lui, j'imagine que sa vision du monde, c'est je suis une victime, elle m'a quitté, d'ailleurs il a rien vu venir, enfin en tout cas c'est ce qu'il explique. Je suis l'être quitté, abandonné, qui plus est pour une femme, qui plus est brutalement, qui plus est on a enfreint les règles que je croyais qu'on avait fixées, etc. Et est-ce que c'est pas une façon d'aller chercher à être rejoint, justement, reconnu, etc. par ses filles et se sentir un peu soutenu en fait, même si intellectuellement on peut comprendre que c'est pas le bon endroit, mais c'est ça qui est visé, non? Oui, sauf que, donc là, moi, si jamais il m'avait dit ça, ce qui n'a pas été le cas, mais il aurait pu en effet me le dire, je lui aurais dit, je vous rappelle que votre objectif, quand vous venez ici, et c'est pour ça que c'est hyper important, encore une fois, de demander hein, ce que la personne attend de nous. Vous, ce que vous attendez de moi, c'est que vos filles aillent mieux. Donc moi, c'est pour ça que je me permets de vous dire ça, parce que si, en effet, vous avez besoin d'être reconnu par elles comme étant une victime, vous leur faites du mal. Donc, Hmm. c'est une décision que vous devez prendre. Peut-être vous, ça vous fera un peu de bien, ce que je ne crois pas tellement, parce qu'en fait, j'ai l'impression que bah, elles vous reconnaissent pas tellement comme victime, ou en tout cas pas de façon explicite et pas de façon très aidante. En même temps, c'est assez normal vu qu'elles ont 6 et 8 ans et que c'est quand même pas leur job ni le positionnement qu'on doit attendre de l'enfant que de nous reconnaître comme étant victime. Et en effet, je redirais, vous, ce que vous voulez en parent aimant, c'est qu'elle souffre moins. On va réfléchir à comment vous pouvez faire pour qu'elle souffre moins. Ok. Je suis très admirative du moment où tu lui demandes si ses filles étaient là pendant l'appel, là, qui est un peu dégénéré, et où tu t'engouffres pas pour à la fois ou le culpabiliser ou lui faire la démonstration que ça contre-produit. On est d'accord que c'est comme si tu étais en train de construire ton argumentaire, ce qui va te permettre derrière de recadrer et de lui prescrire des tâches. Absolument. Moi, je suis en permanence dans mon questionnement, dans mes recadrages ou dans mes questions recadrantes, ce qui est le cas ici de ce que tu soulignes, hein, c'est une question recadrante en fait, hein, où était-elle? Je suis en train de constituer le tapis rouge sur lequel je vais amener doucement ma tâche, doucement mon virage à 180 degrés. Parce que un virage à 180 degrés, c'est tellement, euh, comment dire, étonnant d'un certain point de vue, que si on ne prépare pas d'une certaine manière sa délivrance, tout au long de l'entretien, ça va être extrêmement difficile de l'expliquer correctement au patient, en fait. Tu le fais en conscience, comme si tu avais connaissance des étapes, ou maintenant tu le fais totalement intuitivement? Moi, en fait, je dirais, pour employer la métaphore qui me semble la plus adaptée, c'est que je suis comme au marché avec un panier au bras et je regarde tout ce qui pourra éventuellement me servir à faire ma soupe du soir, quoi. Je suis pas en train de regarder une liste, je suis en train de regarder comment je vais faire ma soupe du soir. J'adore, je trouve que c'est très,
Je trouve que c'est marquant effectivement à retenir de se dire bah, finalement effectivement j'ai l'écoute, la dispo et je vois tout ce que je peux prendre. Ok, super. Après justement, je me demandais, je me suis assise dans ton fauteuil et je me demandais comment la thérapeute lutter contre justement la tentation d'un recadrage sur ses blessures quand il parle des blessures, quand il parle de l'anérésie, quand il parle de la trahison, de son sentiment d'abandon, pardon. J'avoue que j'étais un peu moins patiente. Est-ce que pour toi, il y a une réflexion? Est-ce que là encore, tu nourris l'ordre dans lequel tu mets les aliments dans ton panier ou ça se passe comment? En fait, je crois que je crois vraiment à un truc hyper important et donc cette question est absolument passionnante. Je crois que le recadrage, euh, globalement, voilà, il y a d'autres choses, hein, mais quand même globalement, le recadrage, il sert à rendre répulsives les tentatives de régulation. Il sert pas à recadrer une façon de faire dans l'absolu ou voilà à faire prendre conscience à quelqu'un voilà que ce qu'il dit n'est pas moral ou est inepte. Le recadrage, il sert à rendre les tentatives de régulation répulsives. C'est vraiment sa première fonction. Donc moi, je vais pas recadrer partout, je vais recadrer que là où ça sert mon tapis rouge, quoi. Hmm. Tu fais bien de le rappeler parce que moi, je l'avais totalement oublié. En fait, pour moi, dans le recadrage, mais quand je dis pour moi, c'est-à-dire mécaniquement et puis sans me rappeler, le recadrage, il sert à faire monter en conscience, mais pas nécessairement que les tentatives de, donc toi tu dis régulation, sont ineptes ou en tout cas inappropriées. Je pensais un peu bêtement que ça servait juste à ou aussi à le décaler, à le décentrer, à l'emmener regarder autrement, mais j'avais oublié la finalité. Ok. Oui, c'est ça. Ça fait partie hein, de regarder autrement, puisque ça fait partie du changement de ponctuation. C'est-à-dire que, au fond, jusque-là, il dit mes filles sont malheureuses à cause de ma femme, donc aidez-moi à faire en sorte que cette femme arrête de leur faire du mal. On va modifier petit à petit sa ponctuation jusqu'à OK, comment je peux faire en sorte, moi, d'arrêter de faire des choses qui leur font du mal. Donc, c'est quand même un changement de ponctuation qui est quand même, en effet, radical, hein, je veux dire. Mais vraiment. Le fait de changer de point de vue, c'est vraiment toujours dans une obsession qui est de bloquer les tentatives de régulation qui provoquent l'inverse de ce qu'on veut. Hmm. Ok, quand on continue à déambuler dans l'histoire, ce qui m'a frappé, c'est que bon, on voit qu'il est vraiment ton client, même si lui ne le sait pas, puisqu'il te demande de t'occuper de ses filles, enfin en tout cas de faire en sorte que ses filles ne souffrent pas, mais sans prendre conscience apparemment que il est vraiment dans l'équation. Tu fais énormément de place à son chagrin et ce qui me bluffe, c'est la capacité à ne pas parler de l'éléphant au milieu de la pièce qui est sa femme. C'est ce que tu nous expliquais un peu tout à l'heure. Je trouvais ça assez rare, enfin assez. Je trouvais que c'était très inédit et très inhabituel cette façon dans ce modèle d'arriver à rester neutre tout en rejoignant si près le patient. Oui, alors, en fait, moi, j'ai été étonnée parce que parce que vraiment, il le dit pas pendant tout le début de la thérapie. Mais à partir de là, moi, je suis juste étonnée qu'il me l'ait pas dit. Je suis pas étonnée que sa femme l'ait quitté pour une femme. Donc, ça m'aide à rester quand même extrêmement neutre. Voilà, ça, c'est le premier point. Le deuxième, c'est que assez rapidement, il élude, lui, en fait, faut être honnête, hein. Il dit assez rapidement, qui, vous l'avez compris, donc est une femme, ce qui va poser d'autres problèmes, même si je ne suis pas homophobe. Donc, il est pas trop là-dedans, en fait. Il élude assez rapidement cette chose-là. Si ce n'est quand même qu'il a passé sous silence pendant un certain temps dans l'entretien. Mais je n'ai pas trop d'intérêt à revenir là-dessus. Et encore une fois, il n'a pas de propos qui pourraient vraiment me mettre mal à l'aise, quoi. Oui, oui, en fait, mon questionnement, c'est plus autour du fait que tu pourrais lui dire ça se passait bien avec votre femme quand vous viviez ensemble. Enfin, tu vois, En fait, alors, pourquoi je ne parle pas de sa femme et de ce qui se passait avant, en fait? Parce que je suis évidemment convaincue que ce qui va vraiment aider les patients, c'est de les faire travailler ici et maintenant, et que j'ai pas besoin de ça pour le rejoindre, en fait. Parce que sa souffrance, elle est ici maintenant. Et
je pense que le problème, c'est qu'aller lui faire parler de ce qui se passait avant, ça va le replonger dans un espèce de ressassement qui lui est pas bon, quoi. Donc, moi, je préfère voir comment se manifeste la souffrance ici maintenant, parce que je pense que les éléments que j'aurais des années antérieures ne me seraient pas du tout utiles. C'est pas du tout les mêmes choses qui se jouent en fait, hein. Parce que quand je parle de tsunami, c'est vraiment sciemment, c'est-à-dire que vraiment il y a des ruptures qui sont des tsunamis où du coup c'est pour ça que quand on fait des thérapies de couple, c'est compliqué, parce que les gens veulent nous parler beaucoup de ce qui s'est passé en 84, mais en vrai, nous, ce qui nous intéresse, c'est ce qui se passe maintenant. Alors, bien entendu, ça nous donne des idées sur voilà, comment se sont forgés, du coup, leurs différents apprentissages, et du coup, leur vision du monde, et du coup, leurs reproches, quoi. Mais au fond, vraiment, il faut qu'on zoome sur, et maintenant, qu'est-ce qui se passe, quoi, en fait. Comme si tu leur refaisais boire enfin, si tu retournes à l'avant ou si tu lui demandes de raconter l'histoire, c'est comme si effectivement tu ravivais tout, tu rouvrais toutes les plaies les unes après les autres, et c'est pas ça ton espace de travail, c'est ça. En tout cas, c'est pas ce qu'il me demande. Lui, ce qu'il me demande, c'est comment faire pour que mes filles aillent mieux. Bah, alors tu lui poses justement la question très clairement, tu dis qu'attendez-vous de cette thérapie. Il te dit je veux que mes filles aillent mieux, et tu zoomes en fait, enfin tu rapproches ta caméra, tu lui demandes de te décrire, de te contextualiser le dimanche, et puis après, est-ce que c'est précisément les scènes comme le dimanche? Il te dit non, c'est dès qu'on parle de leur mère, etc. T'as pas envie à ce moment-là de lui expliquer que quand il s'énerve, elle se tasse? Parce que ça semble tellement, enfin pour l'auditeur ou la lectrice que moi j'étais, ça semble tellement évident. En fait, je m'étonne que lui ne voit pas la boucle, alors que le lien, il se fait presque mécaniquement. Oui, oui, alors je dirais pas, comment dire, c'était pas tellement l'énervement, moi, qui me pose problème, si ce n'est que, en effet, je pense que cet énervement, il faut qu'il soit à un autre endroit. Voilà, donc, voilà, je trouve qu'il faut pas qu'il rentre dans une auto-injonction qui est ne t'énerve pas après tes filles, parce que ça marchera pas du tout, hein, en fait. Donc, voilà, donc, il y a en effet cette notion d'énervement, mais plus précisément, je crois que sa première tentative de régulation très inopérante, avant même la colère, hein, pour moi, c'est d'interroger les filles. C'est d'interroger les filles sur qu'est-ce qui se passe chez maman. C'est ça pour moi le départ de cette espèce d'escalator ultra rapide qui prend en fait. L'énervement n'étant au fond qu'une conséquence émotionnelle de ce qui se passe et qui en effet aggrave le fait qu'elles sont de plus en plus mal avec lui, quoi. Mais le point de départ, c'est-à-dire ce qu'il fait volontairement, sciemment, en toute conscience, c'est de les interroger. Et alors justement, tu commences à poser des petits cailloux là maintenant que tu as fait ton marché pour ta prescription. Je me dis, waouh, comme elle est bien vendue cette tâche. Est-ce que tu peux nous dire théoriquement, voilà, ce qu'on doit vérifier quand on est thérapeute sur le fait de s'assurer qu'il va prendre en fait, même si je vois bien que quand vous pourriez refuser, tu lui dis, je voudrais vérifier que vous allez être capable de prendre, que vous n'êtes pas trop épuisé. Oui, c'est ça, parce que je lui demande quand même encore un effort, quoi, hein, à cet homme. Je vais lui demander, d'une part, de volontairement faire une place à sa colère, ce qui n'est pas forcément très habituel. Et puis, deuxièmement, je vais lui demander de vraiment arrêter, en fait, de vouloir aller contrôler ce qui se passe. Enfin, ça, je le fais dans un deuxième temps, mais contrôler ce qui se passe quand ses filles sont chez son ex. Euh, donc, c'est à la fois relationnel, mais à la fois c'est vrai. C'est-à-dire que moi, je trouve que vraiment, je le trouve vraiment très épuisé, hein. Donc, je m'assure qu'en effet, il a une bande passante suffisante pour pouvoir faire ce que je lui demande de faire. Mais je pense que vraiment, son envie que ses filles aillent mieux est tellement forte que c'est vraiment mon levier dans cette thérapie, hein. C'est vraiment que je vais tout le temps ramener à ça, en fait. Hmm. Et s'il t'avait dit non, je suis vraiment trop fatiguée, qu'est-ce que tu aurais fait? Mais je lui aurais dit, très bien, mais donc ça veut dire que c'est pas, pour l'instant, c'est pas le moment. Et donc, j'aurais choisi une tâche sans doute minimale en disant, je vais juste vous demander pour, euh, en effet, qu'on prépare la suite, quand vous aurez plus d'énergie. Je vais juste vous demander, en effet, d'essayer de ne plus trop les interroger sur ce qui se passe chez leur mère. C'est là-dessus que j'aurais focalisé, je pense. Hmm.
D'accord. La démo que tu lui fais derrière, c'est ce que tu nous disais tout à l'heure sur finalement dans le divorce, ce qui bouleverse les enfants, c'est d'entendre ce qu'on aime dire du mal de ce qu'on aime. C'est vrai, enfin c'est un vrai propos, c'est pas une stratégie ou enfin voilà, ça a du sens, c'est vraiment ce que tu entends en cabinet. Absolument, c'est vraiment comme je disais tout à l'heure ce que j'entends en cabinet, mais c'est assez logique. Entendre un précieux dire du mal d'un autre précieux, c'est forcément ultra violent. De la même façon, dans les familles recomposées, quand deux précieux se supportent pas, c'est quelque chose de très douloureux en fait. Quand en plus on a vraiment l'impression que quoi qu'on fasse en tant qu'enfant, parce que c'est ce que disent les enfants, quoi qu'on fasse, ça ne va pas, soit d'un côté, soit de l'autre, soit des deux d'ailleurs, ça plonge vraiment dans ce fameux conflit de loyauté qui est terrifiant quand on est tout petit comme ça. Ouais, c'est une situation d'échec permanente en fait. Non seulement on peut pas empêcher, mais on peut pas réparer et en plus on doit subir. Exactement. Mmh. Est-ce que tu penses que tout à l'heure tu l'as évoqué le problème là de nurésie chez Lola? Parce que je sais pas comment, je me rappelle plus comment tu le formules, mais la façon dont tu le formules, en fait, elle permet de douter sur le fait que c'est conscient ou inconscient. Oui, c'est-à-dire qu'en fait, ce que je lui dis, voilà, les enfants face à cette espèce de double contrainte qui leur est imposée. Et là, tout le travail de Bateson prend vraiment toute sa force. C'est-à-dire que quoi qu'elles fassent, en effet, ces enfants-là, elles sont coupables d'avoir fait du mal à l'un ou à l'autre. Je dis en fait par rapport à ça, les enfants ont plusieurs stratégies. Donc il y a la stratégie un peu de je prends fait et cause pour un des deux conjoints. Donc ça peut parfaitement arriver. Je tente vraiment de protéger les deux en coupant la relation et en ne disant que le strict minimum, c'est ce qu'a choisi votre fille aînée. Il y a d'autres enfants qui sont tellement mal en fait que du coup c'est leur corps qui parle et donc ça se développe d'un point de vue symptomatique, comme par exemple par l'énurésie, mais ça aurait pu être autre chose comme des troubles obsessionnels compulsifs par exemple. Donc en effet, à un moment donné, quand l'enfant n'a pas la possibilité de réguler au moins avec une des deux parties, sans prendre le risque, voilà, un risque horrible pour lui ou pour un de ses parents, son corps parle en fait quand elle dit j'aime bien Aurore, mais ça me fait mal au ventre de bien aimer Aurore parce que je sais que ça fait de la peine à papa. On voit bien que c'est le corps qui parle, quoi. Tu crois que sur l'énurésie, c'est toujours une cause psychologique? Non, enfin, c'est une cause à minima interactionnelle. Ça peut être aussi très lié à la façon dont les parents ont géré la propreté, en fait, hein, et continuent à la gérer voilà, assez longtemps de façon extrêmement réflexive, alors même que c'est quelque chose de l'ordre du corps, précisément, et que donc ils viennent utiliser leur cerveau pour tenter de contrôler quelque chose qui, par définition, est incontrôlable. Donc ça peut très bien être lié à ça aussi, l'énurésie. Mais une énérésie subite comme ça, dans un champ de mine émotionnel, c'est souvent quelque chose qui est un peu de l'ordre de je prends sur moi, quoi. Ce qui voudrait dire, par exemple, qu'un parent qui te consulterait avec son enfant parce que, je sais pas quoi, à 8 ans ou à 9 ans, le petit garçon continue à faire pipi au lit, tu remonterais sur les premières fois de quand ça a commencé. En tout cas, je demanderai depuis quand. Hmm. Là, et si en effet c'est depuis la propreté, c'est-à-dire depuis les 3 ans ou 2 ans, ou je sais plus, je regarderai quelles ont été toutes ces tentatives de régulation infructueuses depuis 6 ans. Oui. Hmm. Et alors tu lui parles du coup de tout ce qui peut se passer, notamment avec ses filles. Est-ce que c'est une peur plus grande que tu essaies quand tu lui parles justement de la rupture du lien des enfants avec le parent un peu contrôlant? Alors, plus exactement que la peur plus grande, qui n'est pas quelque chose que je définis comme ça, moi je trouve que c'est plus intéressant de se dire, je vais me servir de cette peur pour la mettre sur les tentatives de régulation. C'est-à-dire que je vais prendre la peur de ce papa que ses filles aillent de moins en moins bien, en disant c'est en continuant à faire ce que vous faites que elles vont aller de moins en moins bien. Donc je veux que vous ayez peur de vos tentatives de régulation. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire que je ne crée pas une peur plus grande, je déplace la peur au bon endroit en fait. Enfin, au bon endroit selon moi, bien entendu, pour faire le virage à 180 degrés. Hmm. En gros, tu te dis, si je le raisonne rationnellement et dans la logique, on sait que c'est pas comme ça que ça marche, mais évidemment, je vais rien produire. En revanche, si je me sers de sa peur comme un levier, alors je vais arriver à le faire changer, c'est ça? Absolument. Mais il faut juste mettre la peur au bon endroit.
Ok. Tu sais, tu lui demandes de faire la liste quand tu lui prescris la tâche. J'avais un doute, et tu lui dis qu'il peut créer dans un coussin, etc. J'avais un doute sur est-ce que tu lui demandes tu lui dis de consacrer une demi-heure par jour, tu lui demandes de s'asseoir, d'écrire, ou juste tu le laisses très libre. Alors, la plupart du temps, moi, je co-construis parce que je pense que c'est important de contextualiser. Autant je trouve que dans le questionnement, c'est hyper important d'être en plongée sous-marine avec son patient, vraiment de comprendre exactement comment, dans le détail, ça se joue. Mais autant dans la prescription de la tâche, je pense qu'il faut repartir en plongée sous-marine pour voir, pour être avec lui sur le canapé, comment il va le faire, comment il va s'installer, quel est l'endroit où il a le plus envie de s'installer, etc. Et c'est avec lui que je vais co-construire. Je, des fois, je trouve que les lettres de colère sont indiquées, donc écrire peut être indiqué. Mais des fois, et là en l'occurrence, je trouve que c'est plus indiqué, il faut que ça puisse jaillir au sens processif du terme, au sens émotionnel du terme. Et le fait de repasser par le cérébral, puisque c'est ce que l'écriture nous conduit à faire, me semble peu adapté dans son cas. Merci de le souligner parce que je n'arrivais pas à le formaliser. Je me disais, mais c'est bizarre parce que ça ressemble à des lettres de colère, mais c'est pas vraiment des lettres de colère. Et en fait, c'est ça, c'est vraiment à Essian que tu lui demandes pas de faire des lettres de colère, mais tu lui demandes de créer un espace pour sa colère et de lui permettre de jaillir. Peu importe après la façon dont ça va se faire, mais c'est plus la recherche de l'émotion que de l'évacuation, c'est ça? Et c'est ça, c'est plus le fait que son corps puisse dire les choses plutôt que sa tête, en fait, hein, parce qu'il est très dans sa tête, ce garçon, quand même. Est-ce que ça veut dire que quand tu as quelqu'un qui est justement très dans sa tête, essaie de le faire aller dans son corps, je veux pas te dire systématiquement, mais est-ce que c'est quelque chose que tu regardes pour justement aller lui faire vivre l'expérience émotionnelle correctrice différente avec d'autres, pas outils, mais en tout cas sur d'autres bases que ce qu'il a l'habitude de faire? Oui, éventuellement, parfois exactement l'inverse, hein. Tout dépend vraiment de ce qui se passe. Je veux dire, je vais prendre par exemple des modalités très obsessionnelles pour les obsessionnels, souvent parce que ça leur parle et que du coup, la tâche va être beaucoup plus facile à faire pour eux. Ici, en l'espèce, je trouve que c'est une colère qui doit jaillir plutôt qu'une colère qui doit se focaliser sur quelqu'un. La lettre de colère, c'est quand on doit focaliser la colère sur quelqu'un. Lui, il est en colère contre son ex-femme, ça c'est sûr, contre la compagne de son ex-femme, ça c'est sûr. Il est aussi en colère de ce qui lui est arrivé, parce qu'en plus, il ne l'a pas vu venir, comme la plupart des hommes. Petit clin d'œil à nos auditeurs. Moi, je trouvais que tout allait bien, j'ai rien vu venir. Peut-être, en effet, quand elle m'a demandé il y a 6 mois de faire une thérapie de couple, peut-être j'aurais dû dire oui. Enfin, c'est hallucinant à quel point les hommes arrivent à s'aveugler beaucoup. Voilà. Donc, en l'occurrence, lui vraiment, je pense qu'il faut que ça jaillisse, quoi. Et que ça jaillisse dans un endroit qui fait pas de mal à ses filles. Ce qui me fait penser, du coup, je m'imagine dans la séance un peu sur ton épaule et je me dis qu'il y a vraiment un état de présence important toujours pour rassembler tous les morceaux du puzzle de ça parce que l'expression de la colère, évidemment, ça vient assez facilement. Comme je dis ça parce que dans les feedbacks, notamment qui nous sont faits par les auditeurs, il y en a beaucoup qui disent que quand ils écoutent l'histoire, ils se demandent ce que tu vas prescrire. Et donc, ils s'amusent à faire des prescriptions. Et je me dis, bah ok, assez facilement, on se dit qu'elle va lui prescrire d'aller sur la colère, mais pas avec autant de dentelle et de granularité que ce que tu dis sur elle doit jaillir pour s'exprimer. Et elle est située bien au-delà, juste de après sa femme. Comment ça s'appelle? Je trouve ça d'une très grande finesse et j'aimerais que tu reviennes sur le mécanisme et que d'ailleurs à titre individuel et personnel, nous, lambda, puissions nous en servir quand on a une tentative de régulation ou de solution qui fonctionne pas. Chaque fois que vous vous dites ou chaque fois que vous laissez entendre quelque chose à propos d'elle qui est insultant, considérez cela comme dangereux. C'est comme si tu rejouais la boucle et tu déposais une intention ou un mantra. Tu peux développer ça? C'est vraiment toujours dans cette idée de rendre absolument répulsif les tentatives de régulation. Donc moi, j'y vais de toutes mes modalités, hein. Vraiment, je ne suis pas avare, comme tu peux le constater. Et en effet, le fait de dire, j'aimerais que vous réfléchissiez au fait que à chaque fois que vous dites du mal de cette femme, à chaque fois vous blessez terriblement vos filles. Je vous demande juste d'y réfléchir. On est sur quelque chose d'un peu incantatoire, en effet, mais qui redit au fond le cercle vicieux, quoi et l'improductivité de ces tentatives de régulation.
Mais j'aurais pu le faire avec une métaphore, j'aurais pu le faire voilà, en posant un certain nombre de questions pour le faire aboutir à ça. C'est ce que je fais aussi. Donc, j'essaye de prendre plusieurs modalités différentes pour qu'ils se rendent bien compte de ça et pour, comme tu le disais, mettre la peur sur les tentatives de régulation. Hmm. Et je trouve, en fait, ce que j'aime dans cette tâche-là, c'est que sans qu'elle exige quoi que ce soit de l'autre, elle a posé de quoi le faire réfléchir. À chaque fois que le truc arrive, qu'ils disent, ah oui, oui, elle m'a dit, chaque fois que je fais ça, c'est dangereux. Et du coup, ça questionne est-ce que je veux vraiment le faire ou pas? Donc, est-ce que je le fais en conscience ou pas? Et c'est assez puissant, à mon sens. Oui, et là où peut-être tu faisais allusion à une technique, c'est ce qui est tout à fait intéressant et que tu viens de nommer, c'est que le fait de se poser cette question au moment où il a envie de dire du mal de son ex-femme, le pose face à une alternative stratégique. Soit je continue et donc je continue à faire du mal, soit j'arrête, c'est dur, mais au moins je ne fais pas de mal. Et donc en fait, ils sont placés face à une alternative stratégique, mais ils sont auto-placés face à cette alternative stratégique. Donc c'est très indirect et c'est beaucoup plus puissant du coup. Hmm, exact. Alors, on arrive sur la deuxième séance, et là, c'est comme si, enfin, on se dit, bah alors c'était ça en vrai de sa peur. Là, il arrive vraiment avec sa peur à lui, qui est, je ne sais pas ce qui va se passer quand je suis pas là, chez eux, etc. Je me suis demandé, je me suis dit, mais c'est ça sa vraie inquiétude, celle qui s'est pas dévoilée au tout début. Est-ce que toi, tu le sais à la première séance? Non, en fait, je crois vraiment que sa colère englobe tout. En fait, c'est pour ça que je disais au tout début que pour moi, il est urgent que cette colère diminue dans un premier temps pour que on puisse en effet voir si c'est que la colère ou s'il y a autre chose. Donc, je pense que les deux étaient très importantes à traiter et qu'on n'aurait pas pu traiter la peur si on n'avait pas traité la colère avant, d'une certaine façon. Ouais, et je trouve que l'image d'ailleurs là, elle est assez éloquente et claire sur le fait, et pour le thérapeute, mais comme pour un patient en fait, ou comme pour quelqu'un qui a un sujet en mode j'ai un problème et j'arrive pas à m'empêcher, c'est que tant que c'est le brouhaha des émotions, tant que c'est inaudible, tant qu'il y en a une qui prend le pas sur tout, on n'arrive pas à aller sur le vrai sujet, enfin le vrai sujet, c'est un vrai sujet, mais en tout cas sur la vraie possibilité de changer, puisque pour le moment tout est masqué par la colère ou la tristesse, etc. Oui, de ce point de vue-là, la métaphore que j'utilise beaucoup, moi, c'est comme si vous étiez dans une boule à neige qu'on venait de secouer violemment, quoi. Donc, tant que les flocons sont pas tous tombés, on peut rien y voir, en fait. Et la colère peut, en effet, rendre aveugle à la fois le patient, à la fois le thérapeute, sur le cercle vicieux qui perdure. Alors à propos de métaphore, ta métaphore du veau, je me suis demandé si tu avais eu une âme de poétesse comme ça spontanée, parce elle est vraiment belle, enfin elle est très étayée, elle est évidente. Comment elle t'est venue cette métaphore? Est-ce que c'est parce que c'est lui et ses petits? Enfin c'est quoi? Alors, en fait, c'est une métaphore qui m'est venue il y a longtemps, que j'ai déjà utilisée avant, ce qui, je trouve, est très intéressant. La puissance d'une métaphore, pour moi, c'est quand elle vient se coller parfaitement au cercle vicieux. C'est-à-dire que on peut la filer de A à Z jusqu'au virage à 180 degrés, en fait, d'une certaine manière. Et que on est capable, au fond, de faire le schéma interactionnel avec cette métaphore, en disant qui sont les deux pivots, qui sont les deux éleveurs. Quand l'éleveur commence à insulter l'autre, c'est quoi? C'est quelle tentative de régulation, etc. Et c'est pour ça qu'elle est puissante, parce qu'elle vient de façon très isomorphe se coller à la réalité ici de ce patient-là, parce que pour ce patient-là, ce qu'on rajoute, c'est que l'éleveur commence à engueuler ses petits veaux, qui n'est pas dans la métaphore des départs, hein, en disant, mais vous devez pas aller voir des étrangers, vous devez pas les laisser vous approcher et tout ça. Et les petits veaux se reculent de plus en plus et ils vont vers l'étranger et même on se rend compte que l'étranger commence à les caresser. Et ça, c'est profondément isomorphe. Et cette métaphore-là, avec ce bout-là dans la métaphore, c'était pour lui parce que je l'ai jamais faite autrement, quoi. Comment ça s'apprend de travailler ces métaphores? Tu pourrais dire une ou deux choses? Moi, pendant environ, sincèrement, hein, je le dis en toute sincérité, pendant environ 7 8 ans, j'ai été incapable de faire des métaphores. Donc j'en avais deux. J'en avais deux que donc, j'utilisais en plus un peu en grognant parce que je trouvais ça, j'avais un côté un peu, je trouvais ça un peu gnangnan, tu vois, gnangnoul, donc ça m'énervait. Bon. Et je ne sais pas du tout ce qui s'est passé. Mais à un moment donné,
elles sont venues à moi, en fait. Et je crois que c'est très processif, les métaphores. Je crois que euh, vraiment, il y a quelque chose qui se débloque à un moment donné quand on n'aime pas, hein. Et puis il y en a qui aiment, hein, je veux dire, qui sont très doués pour ça de façon naturelle. Et je les envie beaucoup parce que vraiment, j'ai souffert, moi, pendant ces années. Euh, et je sais que peut-être que ça a joué. Ce que j'avais fait à un moment donné, c'est que je m'étais dit, tiens, parfois, quand je suis, j'en sais rien, dans une salle d'attente ou dans un, je sais rien, je vais prendre un objet, je vais essayer de raconter une histoire à partir de cet objet, quoi. Je pense que ça a débloqué quelque chose. Mais il faut pas vouloir à tout prix faire des métaphores parce qu'elles ne nous viennent pas, en fait, hein. C'est très processif, la métaphore. D'accord, merci. C'était quoi tes deux métaphores là que tu avais, que tu utilisais tout le temps? Tu t'en rappelles? Les deux métaphores que j'avais, c'était celle du mille-pattes, que j'utilise toujours, hein, parce qu'elle est fabuleuse, et puis celle du fantôme, hein, vers lequel on se retourne quand on a peur, pour arrêter d'éviter. C'était mes deux seules métaphores. C'était pathétique, vraiment. Bah non, si ça marchait. Mais c'est pour toi, tu devais te sentir un peu pauvre. Ok, tu termines en fait et tu lui dis, et je me demandais quelle était la vertu thérapeutique ou stratégique de dire à ses filles. Tout à l'heure, tu l'as évoqué, mais un peu plus. En quoi c'est important de lui demander d'aller boucler la boucle et de dire à ses filles? Tu peux, en 360, nous dire pour qui, pourquoi, etc. Bah parce que je trouve que, en l'occurrence, je me sers une fois de plus du fait que cet homme, ce qu'il veut, c'est que ses filles aillent mieux. Et donc, je viens en quelque sorte lui demander de prendre un engagement vis-à-vis d'elle. C'est-à-dire à la fois de dire j'ai parfaitement compris ce que vous aviez fait et c'est bien logique, ce qui est un vrai 180 degrés par rapport à arrêter de faire ça, hein. On est bien d'accord, hein, qu'il leur disait en permanence. Et il prend un peu un engagement de dire, vous pouvez désormais m'en parler, ce sera plus un problème pour moi parce que c'est pas à vous de gérer ça d'une certaine manière. Et donc, le fait même de prendre cet engagement va le rendre plus solide dans ce mouvement, qui est le mouvement auquel il tient, hein, qui est d'être un bon papa. Oh, merci. C'est vraiment une séance intéressante, je trouve, parce que elle montre à la fois comment tu réussis à être absolument non normative, comment tu passes sur ce qui paraît sauter aux yeux de ce qu'il produit, etc., qui est un peu agaçant, comment tu restes en relation avec lui, comment il est client mais sans être client, puisqu'au départ il te dit je veux que vous m'aidiez à ce que mes filles aillent mieux. Est-ce qu'il y a une question que je ne t'ai pas posée qui serait intéressante pour éclairer ce cas ou pour éclairer quelqu'un qui serait voilà dans cette configuration d'une séparation dans laquelle il n'arrive pas à protéger ses enfants ou quoi ou qu'est-ce? Non, je pense que vraiment on a fait le tour. Bon, merci Emmanuel. On se retrouve dans 15 jours dans un prochain épisode de J'ai un problème. À bientôt. Au revoir.